de la filière. Et tu as choisi, je suis ravie de les retrouver, forcément, donc 4 personnalités voilà, extraordinaires avec Alban Caillot, pas Caillou, Isabelle Lioni, Dominique Béard et Mélissa Montero. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce panel, Maxime, et je ne sais pas si je te l'ai dit comme ça, c'est qu'à la fois, on a des opérateurs, hein, donc une agence événementielle, Hopscotch, Lille Grand Palais, et puis, on a aussi des représentants de réseaux. Donc, on avait tout à l'heure Unimev, mais on a Dominique qui représente Rêve, donc le réseau éco-événement, et puis bien sûr Alban avec Traiteur de France. Donc, je pense que ça va nous permettre d'avoir une perspective assez complète de ce qui est en train de se passer sur le marché. Voilà, on les connaît hein, quand on s'intéresse à la RSE, parce que clairement, c'est 4 structures qui se retroussent les manches. Et tout l'intérêt, je pense, de cette séquence, c'est de vous donner des éléments très concrets, des idées d'action, peut-être qu'ils vont aussi nous parler de leurs difficultés, parce que tout ça, une fois qu'on l'a décrété, après, quand on met en place des choses un petit peu innovantes, ça ne se passe pas toujours du premier coup. Mais en tout cas, ces témoignages vont être précieux. Alors, je propose qu'on démarre dès maintenant. Et donc, pour démarrer, je vais donner la parole à Isabelle Lioni. Donc Isabelle, qui est directrice de la performance globale chez Hopscotch. Donc Hopscotch, grand groupe de communication, avec bien sûr une grande partie de son activité dédiée à l'activité événementielle. Alors avec aussi bien des événements qui leur sont confiés par des donneurs d'ordre que des événements qu'ils produisent eux-mêmes et qui, je crois, sont des événements justement pilotes pour ces démarches RSE, puisque Hopscotch a une grande liberté d'action, mais Isabelle, donc directrice performance globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Isabelle, tu es en charge des achats chez Hopscotch, mais aussi de l'ensemble de la politique RSE. Alors, est-ce que tu peux peut-être commencer par nous expliquer quelle a été la genèse? Pourquoi est-ce que Hopscotch, finalement, je ne sais pas si je devrais le dire, mais un petit peu avant, hein, avant les autres, puisque même avant la naissance de l'ISO 20121, vous aviez mis en place une démarche de BS 8901, donc qui est la norme ancêtre de l'ISO 20121. Ça remonte. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la genèse? Et puis aussi, comment est-ce que tu as fait? Parce que tu es une des porte-drapeaux au sein d'Hopscotch de la démarche pour embarquer les équipes. Et est-ce que tu as réussi? Ok, c'est à moi. Bonjour Oui. tout le monde. Alors, Béatrice, honnêtement, on va rendre, on va dire, César à César ce qui est à César. Le début de la démarche, on va dire, ça tient à Benoît Desvaux, un des directeurs généraux fondateurs d'Hopscotch, qui déjà croyait en la valeur de la RSE et n'a pas voulu y aller tout seul et donc a travaillé plutôt avec la filière pour porter la démarche avec d'autres copains. Donc, je nommerai Dan-Antoine Blanchapira de Sensation. Et ils ont créé ensemble, comment c'était 2007, c'était Éco-événement. Voilà, ils ont fondé le collectif en 2007. Et donc, de mon côté, j'avais intégré Hopscotch, donc ex le Public System en 2002. Et quand vous avez automatiquement votre manager qui porte la démarche RSE, entre guillemets, ça allait être plus simple. Alors, si je peux parler de simple, mais quand vous avez plutôt la gouvernance qui arrive avec la démarche, automatiquement, c'est plus simple. Et donc, étant la direction des achats, j'ai pris ce critère RSE et de voir, moi, de mon côté, dans la démarche achat, comment je pouvais répondre également avec les fournisseurs. Alors, pourquoi je dis avec les fournisseurs? C'est pas tout d'avoir l'intention d'intégrer la RSE dans nos événements, mais évidemment, on ne pouvait pas le porter tout seul. Donc, la démarche s'est portée plutôt en 2008 dans une politique d'achat responsable, à savoir partager avec les partenaires d'Hopscotch sur cette intention de se dire, entre guillemets, maintenant que je sais, je fais quoi? C'est que maintenant que je sais que je contribue, je fais de l'impact, comment je peux faire pour le réduire? Et pour ce faire, il a fallu parler avec les principaux partenaires de tous les secteurs. Et à partir de là,
Comme tu le disais justement, on a mis à profit, on va dire, avec la liste de ses partenaires, d'essayer d'éco-concevoir. Et donc là, on est en 2011 et tu as raison, on avait certifié notre premier événement BS 8901. Donc, ce n'était pas encore arrivé en France. Donc, pour le constructeur Renault, le lancement de leur premier véhicule électrique et nous avons certifié leurs premiers événements BS 8901. Et puis, il faut être honnête, on est tombé dedans dans cette démarche responsable. Et puis, automatiquement, derrière, on en a fait des test and learn. Et puis, c'est arrivé dans toutes les business units du groupe Hopscotch. Je parle Hopscotch Event, mais également Sagarmatha également dans leurs événements, qu'ils ont également enchaîné avec la labellisation Lucie. Et puis après, après, je pourrais en parler pendant longtemps. On va en parler. Genès, ça vient de là, Béatrice. Merci. Alors justement, l'après, on y arrive. Donc merci déjà pour nous éclairer sur la démarche. C'est une question aujourd'hui voilà, de beaucoup d'entreprises. On a compris le côté déclencheur d'avoir bien sûr un associé qui souhaite que ce soit un axe important dans l'entreprise. Maintenant, aujourd'hui, donc on n'est plus en 2002, en 2007, en 2011, on est en 2021. Concrètement, peut-être je ne sais pas, sur l'année dernière, sur les 2 dernières années, est-ce que tu peux nous donner des exemples très tangibles d'actions, de programmes que vous avez mis en œuvre au sein d'Hopscotch? Alors, tu l'as dit justement, Hopscotch, on est créateur de nos propres également événements. Ça, c'est également intéressant. Et pendant une dizaine d'années, dans le service de la performance globale, on a traité, on va dire, tout ce qui touche les filières de recyclage. On parlait tout à l'heure des déchets automatiquement. On s'est focalisé, entre guillemets, sur le visible. Comment faire en sorte d'arrêter tous ces déchets. Donc, pendant longtemps, on a pensé recyclage. Après est arrivé l'ère plutôt de l'événement circulaire. Donc, comment je peux faire pour éviter de penser déchets, mais plutôt matériaux et les données. Et donc, il y a 3 ans, nous avons pris un événement propriétaire d'Hopscotch pour justement faire un laboratoire, un test and learn, comme on appelle ça chez nous, et tester l'événement circulaire avec un enjeu tendre vers le zéro déchet. Et de cette expérience-là, chez nous, on appelle ça des hop cases, c'est qu'on fait une expérience, on la partage avec les équipes, on fait des rapports d'étonnement, on reçoit la profession, on reçoit les fournisseurs avec lesquels nous avons travaillé et on regarde ce qui n'a pas marché et on regarde ce qui a marché. Et on essaie de capitaliser dessus. Et après, on s'est dit, ce n'est plus une option. On a réussi sur un événement de 60 000 m² de scénographie au Grand Palais, avec plus d'une quarantaine de prestataires, à atteindre 60% de déchets non mis à la poubelle. Donc, on ne peut que s'améliorer. Et à partir de là, c'est parti en étant, entre guillemets, un acte essentiel. Je reviens sur le côté qu'est-ce qui est essentiel et pas essentiel, les éléments de langage. Il était donc évident pour nous de continuer. Voilà, on fait un test and learn, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. OK, ça apporte du sens. Ça dénature pas, parce qu'on peut penser que faire cohabiter la RSE avec l'innovation, on croit que ça ne va pas ensemble, et bien loin de là. Les contenus passent toujours aussi bien. Et donc, c'est devenu intégré dans les fiches de poste de tous les collaborateurs de Scotch Event et de Sagarmatha. Et du coup, l'objectif zéro déchet, faisable ou pas faisable? C'est largement faisable. Maintenant, pour que ça soit faisable, il faut qu'on arrête de penser déchets. Je ne sais pas, on ne voit pas les images, je ne sais pas s'il y a le top pour présenter la première. On peut envoyer les images sur le site. Je ne sais pas si on voit à l'écran, mais on a une petite pyramide. Voilà, alors ça c'est simple, c'est efficace, c'est visuel. Tous les collaborateurs ont cette petite pyramide sur son bureau. Ça sert à quoi? Ça sert à se poser toutes les questions. Je parle dans le côté environnement déchets. Bien sûr, on ne parle pas du social à ce moment-là, mais ça veut dire que les directeurs de créneaux, de création, les scénographes, le DIRPRO, le chef de projet, le fait de produire, de penser l'événement, si on doit être amené à fabriquer, acheter, automatiquement, ils ont la responsabilité de se poser la question, j'en fais quoi après? Où est-ce pertinent? On n'en est plus à la notion des 3 R, réduire, recycler, redonner, mais le côté prévention, refuser. Alors, encore une fois, il y a la volonté d'Hopscotch, mais également, on a besoin de notre client. Mais ce côté petit visuel, c'est comment je fais pour tendre vers le vert.
Voilà, parce que c'est trop facile de dire je fais du plastique, je mets dans la poubelle jaune, ça va être recyclé, j'ai fait le job. Voilà, nous on n'en est pas là. C'est que s'il y a eu la bouteille et tu l'as mis dans la poubelle jaune, c'est déjà il y a eu la bouteille dans les mains, comment ça se fait que tu l'as dans les mains? Voilà, on est passé à la gourde, à la fontaine, etc. Donc c'est que des petites quick wins. Il a fallu mettre ensemble des choses simples, efficaces, pragmatiques, mesurables, accessibles à tous. Et le fait de se poser toutes ces questions en amont, avec des checklists, hein, bien sûr, c'est pas venu tout seul, hein, on a mis des tutos, des formations évidemment, ça arrive tout seul. Et là, l'image que vous avez à l'écran, c'est que quand on a fabriqué, on a été amené à fabriquer, et ben automatiquement on pose la question de on va en faire quoi. On ne pense pas déchets, on passe matériaux, on pense à seconde vie, aux alternatives. Et là vous avez un bon exemple. Derrière les matériaux, hop, je te réemballe, je prends de la main d'œuvre issue de l'insertion sociale, évidemment. J'essaye également de faire contribuer en tout cas de se poser la question comment je peux contribuer à faire travailler des gens isolés du monde du travail. Et on trouve une association. Et en bas de l'image, c'est salarié d'Hopscotch, Cécile Bidon, qui a donné des bancs dans une ferme pédagogique où aujourd'hui, si les élèves des écoles environnantes vont aller voir des poules, ils vont pouvoir s'asseoir. Bon, là, c'est la slide simple, c'est évident. Quand on parle on parle du don alimentaire, politique anti-gaspi. Comme tu le disais, il y a l'image, mais c'est une évidence que ça fait plus d'années qu'on est passé sur le don. Merci beaucoup. Isabelle, on reviendra tout à l'heure vers toi pour t'interroger sur tes perspectives. Oui, bien sûr. Voilà, mais merci, c'est très concret, c'est exactement, je pense, ce qui va intéresser les gens qui nous regardent aujourd'hui. Alors, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Mélissa, qui est la responsable RSE la nouvelle responsable RSE de l'île Grand Palais, mais qui connaît bien la maison puisqu'elle y est depuis 10 ans. Donc, bonjour Mélissa. Alors, peut-être juste en introduction, pour ceux qui ne connaissent pas bien les métiers de l'île Grand Palais, vous êtes un lieu événementiel, mais pas seulement. Oui, bonjour. Donc oui, commençons par rappeler donc que la SEM l'île Grand Palais est un bâtiment hybride dont les activités sont composées en 3 domaines d'expertise. Nous sommes gestionnaires d'espace, mais également producteurs d'événements et salles de spectacle via la partie Zénith. C'est l'île Grand Palais, le Zénith, c'est environ 300 événements accueillis chaque année et 1 million de visiteurs également sur une année. Et donc, depuis plusieurs années, on mène un travail de fond avec les équipes de l'île Grand Palais pour justement tendre à avoir une démarche responsable, une démarche RSE. Alors, merci pour cette introduction. Donc, effectivement, vous êtes gestionnaire de lieux, vous organisez vos événements, vous êtes aussi producteur. Est-ce que, comme Isabelle l'a fait, vous pouvez témoigner d'actions très concrètes que vous avez mises en œuvre dans le cadre de cette politique RSE? Alors, votre premier métier, je ne sais pas si c'est votre premier métier historique, mais en tout cas, je pense en termes d'activité, c'est la gestion de ce bâti, et c'est là où il y a beaucoup d'impact. Donc c'est peut-être par là, enfin vous nous le direz, qu'a démarré votre démarche et vos actions. Et ça nous intéresserait là aussi d'avoir des exemples sur le sujet des déchets, du carbone, vraiment l'approche environnementale. Qu'est-ce qui peut se faire à l'échelle d'un bâtiment et puis sur les autres activités? Tout à fait. Donc, on a travaillé en effet depuis plusieurs années, donc depuis une quinzaine d'années, parce que nous sommes déjà certifiés ISO 9001 et 14001 depuis une quinzaine d'années. Donc, on a un premier travail qui est donc à l'échelle de notre bâtiment. Et j'y reviendrai après, un travail à l'échelle de nos événements. Donc, à l'échelle du bâtiment, on a déjà voulu mettre en place plusieurs actions, comme par exemple la souscription à un contrat 100% énergie verte, donc à l'île Grand Palais. On a depuis plusieurs années mis en œuvre des travaux d'isolation pour réduire les déperditions d'énergie. Notre bâtiment a quand même 25 ans. On a souhaité aussi modifier complètement l'éclairage de l'île Grand Palais, 100%. Donc à date, pour la partie Zénith, c'est achevé. On a 100% du parc qui est de l'éclairage LED pour un éclairage plus vertueux. Et côté Congrès Expo, on a à peu près déjà 60% des travaux qui ont été réalisés. Et le reste est programmé évidemment sur les années à venir. Après, il y a également un travail qui a été mené sur la partie restauration,
avec l'utilisation de matériaux éco-conçus sur nos prestations, l'achat de produits locaux et bio, par exemple, ou encore on a une dizaine de traiteurs agréés qui sont donc soit labellisés, certifiés ou qui ont un engagement RSE justement. On l'a évoqué, il y a également la partie déchets. Donc là, on a travaillé depuis plusieurs années des procédures de gestion avec des méthodologies de tri très spécifiques lors des démontages. On gère aussi la gestion de l'évacuation de ces déchets qui ont été triés, l'optimisation des transports de bennes également. Évidemment, on a des collecteurs spécifiques pour les grandes typologies de déchets. Et depuis quelques années, on a développé la valorisation justement de nos déchets. Donc, on a réussi à atteindre il y a quelques années un taux de 30% de valorisation de nos déchets. Et évidemment, on souhaite améliorer ce taux dans les années à venir. Il y a aussi deux nouveaux projets sur la partie déchets. C'est le développement avec le verre consigné, mais également les biodéchets. Donc là, les projets ont été mis à l'arrêt par rapport au contexte sanitaire, mais reprendront dès que l'activité repartira. Donc là, voilà, je vous ai donné pas mal d'exemples plus ou moins assez concrets sur la partie justement bâtiment. Et donc, à l'échelle de nos événements, parce que comme je disais, on est également organisateur d'événements, on produit ou coproduit, donc ça représente à peu près une dizaine d'événements par an. Et justement, nous avions fait un test sur l'un de nos salons produits, où nous avions mené des actions de mesure pour diminuer notre empreinte. Donc en gros, depuis plusieurs années, on mettait en place un bilan carbone et on a pu donc analyser qu'en 5 ans, on avait réussi à diminuer nos émissions d'environ 15% et que nous tenions aussi à compenser ces émissions par le financement de projets locaux liés à de la reforestation ou encore des projets internationaux où là, on finançait des programmes d'accès à l'eau potable, par exemple. Donc tout ça, on le faisait avec un partenaire local. Et évidemment, quand on fait un bilan carbone, on met en place un plan d'action pour réduire nos émissions. Donc pareil, je vais essayer de vous citer des exemples d'actions qu'on a mis en place à l'époque sur ce salon, comme la digitalisation ou carrément la suppression de supports de communication. Là, on a fait une analyse d'optimisation de nos supports de communication, suppression des goodies évidemment sur nos événements, ou en tout cas achat de produits plus responsables quand on devait faire des cadeaux à nos intervenants et autres. On a fortement diminué aussi les espaces moquettés sur notre salon. Mais on le sait, l'impact le plus fort est souvent lié au déplacement des populations sur un salon. Donc, on avait lancé une opération de transport gratuit avec l'aide de la région pour pouvoir justement faire venir les populations en transport en commun. Et également une mise en exergue sur tous nos supports de communication du positionnement hyper accessible justement de notre bâtiment, les Grands Palais, qui est situé à 5 minutes des deux gares de Lille. On peut venir en bus, en métro. On a une station Belle-Île justement juste en face de l'île Grand Palais. Donc voilà, tout ça est un travail de communication pour communiquer sur l'ensemble de nos visiteurs de l'accessibilité, l'hyper-accessibilité de l'île Grand Palais. Merci. Donc voilà. Alors par ces exemples, notamment sur la partie carbone très concret, alors à la fois du fait de qui vous êtes, où vous êtes situé, comment vous vous en servez, mais aussi de l'ensemble des actions que vous mettez en place pour réduire, vous semblez être plutôt dans une dynamique effectivement qui semble tout à fait compatible avec l'ambition du zéro net carbone. Juste une question, il me semble vous avoir entendu parler au passé. Est-ce que c'est dû à la pause de l'année ou alors est-ce que c'est une démarche que vous avez mis en pause? Est-ce que c'est toujours en action cette démarche d'évaluation, de compensation carbone? Non, c'est pas mis en pause. C'est un événement sur lequel il a pu être en test parce que les budgets, voilà, le permettaient. Maintenant, on va justement rejoindre d'autres partenaires en passant un step supérieur. On veut aussi être certifié Vincent 21 d'ici la fin de l'année, donc pouvoir répondre à ces exigences pour avoir des événements plus propres, plus responsables. Donc, on va appliquer ces nouvelles exigences sur nos événements et essayer de généraliser encore une fois sur nos événements. Tout ce que j'ai cité précédemment a été des façons de tester, d'évaluer toutes ces solutions qu'on souhaite maintenant décliner. C'est pas en stand-by, on lance un nouvel élan maintenant.
Très bien. Donc, je vois que l'utilisation du passé, c'était pour parler d'une phase pilote. Et là, vous êtes en industrialisation. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Mélissa Montero, donc de l'île Grand Palais. Je vous propose maintenant d'écouter Alban Caillot, Alban qui représente les traiteurs de France, donc un réseau de 37 traiteurs à travers l'ensemble du territoire national. Alban, bienvenue. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, je pense qu'il y a une petite slide qui correspond à ça, nous présenter en quelques mots, parce que tout le monde connaît aujourd'hui le réseau Traiteurs de France, mais c'est quand même pas mal de faire des petits rappels. Qui est le réseau Traiteurs de France? Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en tant qu'association, quel est votre rôle pour faire avancer vos membres ou pas sur les sujets RSE? Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, je pense que je suis en ligne. Bonjour à toutes et à tous. Alban Caillot, en charge du réseau Traiteurs de France. Merci Maxime et toute l'équipe de Common pour cette invitation. Je remplace en l'occurrence Claire Pénarin, qui est une vice-présidente de Traiteurs de France, en charge de la qualité et de la RSE, parce qu'effectivement, ce sujet est central au sein du réseau Traiteurs de France. Effectivement, je crois qu'il y avait une petite slide, notamment juste de représentation du réseau. Elle est en ligne. Elle est en ligne, d'accord, super. Du coup, donc un réseau, 37 traiteurs sur la France, et pour faire un petit coup de salut, je dirais, à nos hôtes des Hauts-de-France, la maison Butterfly et la maison Lecoq, puisque comme en Nordais se passe dans le nord de la France. Je rebondis effectivement sur ce que disait Isabelle. C'est une démarche initiée depuis un long moment chez Traiteurs de France, puisque effectivement Benoît Desvaux et Dan-Antoine Blanche-Apira d'Agence Sensation avaient lancé le collectif Éco-événement. On s'était associés à eux, nous aussi, en tant que collectif de traiteurs, puisqu'on est uniquement le maillon restauration événementielle. Et donc, depuis 2007, Traiteurs de France est investi sur le sujet de la RSE. Traiteurs de France a un réseau basé sur la qualité, autour d'une charte de qualité qui avait vu naître des engagements RSE. Ça, c'était en 2007. Et effectivement, en 2016, l'engagement collectif en faveur de l'ISO 20121. Pourquoi un engagement collectif? Avant tout, pour répondre aux attentes de nos clients, pour avoir en fait une vision et une anticipation en fait des attentes marché, et puis aussi surtout valoriser un certain nombre d'actions qui étaient mises en place au sein de nos maisons, que ce soit sur les outils de production, que ce soit sur l'éco-conception, que ce soit sur les actions sociales ou environnementales, et qui permettaient de ce fait-là d'intégrer l'ensemble de ces bonnes actions au sein d'un cadre plus global. En fait, la particularité de notre démarche menée au sein du réseau Traiteurs de France sur l'ISO 20121, ça a été de la mener effectivement de manière collective. Pourquoi? Parce qu'on avait volonté à tirer vers le haut l'ensemble de la profession, et également aussi de pouvoir faire bénéficier en fait un ensemble de professionnels, sous-entendu des PME. Nous, ce sont des entreprises qui vont de 20 à 150 salariés, mais ça reste quand même donc des dirigeants, des indépendants, et l'objectif, c'était de faciliter l'accès à l'ISO 20121 par des actions de mutualisation, des formations notamment, et puis aussi meilleure négociation, je pense, auprès des organismes certificateurs pour justement avoir à la fois une certaine homogénéité dans l'audit, et puis aussi un coût acceptable pour l'ensemble des PME. Donc les trois enjeux communs qu'avaient souhaité mettre en œuvre les traiteurs de France portaient sur à la fois la promotion des circuits courts. Là, on est vraiment très métier, mais on le redétaillera, je pense, un petit peu en détail par la suite. Rentrer bien évidemment dans une logique d'économie circulaire, et enfin faire la promotion de la RSE au sein de la filière, étant encore une fois un maillon de la chaîne événementielle. Sachant que globalement, cette démarche-là vise la performance globale des entreprises et surtout constitue un vrai projet d'entreprise. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure aussi Isabelle, avec la volonté en fait du dirigeant. Il est primordial et je dirais indispensable effectivement que les dirigeants soient partie prenante et locomotive en fait sur
la mise en place de ce genre de projet, mais ça constitue à nos yeux un formidable projet d'entreprise qui permet l'engagement, qui aide aussi à travailler la marque employeur et qui permet en fait d'avoir un engagement collectif de l'entreprise en faveur d'événements beaucoup plus responsables. Alors ensuite, on avait, je ne sais pas si tu veux que oui, j'aborde non, directement j'ai quelques questions pour toi. Merci pour cette introduction. Et puis effectivement sur le rôle que peut avoir et qu'a une association pour embarquer et accompagner et aider de manière très concrète. Hein. Tu parles aussi de négociations tarifaires. C'est créer un mouvement, une émulation, mais c'est aussi apporter des solutions. Alors un petit clin d'œil quand tu parles des maisons Lecoq et Butterfly sur la limite des événements digitaux. Voilà, sur un événement digital, ce qu'on nous sert pour manger. Et donc, on a quand même hâte l'année prochaine de se retrouver dans un événement hybride. Voilà. Je peux juger parti là-dessus, mais effectivement, tu as souligné un point qui me semble capital. Je te remercie. Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, on va retourner sur la slide tout à l'heure qui avait été mise en avant. Vous avez travaillé sur le concept d'un cycle de vie de traiteur responsable. Est-ce que tu pourrais nous commenter, non pas ce graphique qui est très parlant en tant que tel, mais plutôt nous donner des exemples très tangibles de ce que vous avez mis en place? Oui. Écoute, il y a juste un petit différé entre la France et la France. Donc, mais pour le coup, ce cycle de vie, pour nous, c'est véritablement la colonne vertébrale de cette ISO 20121 chez un traiteur organisateur de réception. Pourquoi? Parce qu'en fait, il traite de 4 items fondamentaux que sont à la fois le volet achat, sous-entendu les achats responsables, d'autre part l'outil de production. Je rappelle ici que les traiteurs de France sont tous des traiteurs producteurs, donc ils ont tous un laboratoire de fabrication, ce qui n'est pas le cas de tous les professionnels qui officient dans la restauration événementielle. Après, bien évidemment, il y a une brique autour de la réception en tant que telle, sous-entendu l'éco-conception de la manifestation, et enfin la valorisation ou la déconstruction qui rentre en ligne de compte aussi dans cette approche d'éco-conception. De ce fait, sur les achats responsables, c'est tout ce qui va être de l'ordre des circuits courts, de la valorisation bien évidemment des territoires, puisque tous nos acteurs sont ancrés dans les territoires. Il y a une notion bien évidemment de saisonnalité, de produits issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture raisonnée. J'en profite pour relever le point de ce matin qui était soulevé par Jürgen Angrisser, en espérant ne pas écorcher son nom, et la révolution du champignon. Effectivement, tous ces sujets-là, ça rentre en ligne de compte dans la RSE et dans l'ISO 20121 des traiteurs de France. J'en veux pour preuve qu'il y a donc chaque année une rencontre qui se déroule entre tous nos chefs, et la dernière édition, qui s'est donc déroulée malheureusement en 2019, celle de 2020 a été annulée, portait sur le tout végétal, avec aussi une approche et une volonté de diminution d'impact. Alors bien évidemment, on conserve malgré tout aussi des protéines animales, mais néanmoins, on veut aussi porter et apporter des solutions à la fois aux consommateurs de produits plus orientés sur le végétal, et d'avoir une fois de plus cette approche autour de l'ISO 20121. Sur la partie outils de production, très important, puisqu'on est des entreprises très énergivores, beaucoup de cuisson, beaucoup de froid, on est des nomades de la restauration, on fait de la gastronomie événementielle, mais on est un petit peu toujours sur la route avec nos camions. Donc il y a une volonté de porter aussi des efforts et des actions sur typiquement ce genre de problématiques. Après, il en va bien évidemment au sein de l'outil de production de tout le volet social, c'est-à-dire toute la notion autour de la formation, autour de l'embauche, autour bien évidemment de la diversité, de la parité, et désormais aussi, et beaucoup plus connu désormais, qu'est le sujet de l'inclusion que tu évoquais tout à l'heure, Béatrice, dans le cadre des JO. C'est le sujet autour du bilan carbone aussi, qui peut avoir une démonstration concrète de notre engagement. Et je rappelle que nos métiers sont quand même peu délocalisables, donc c'est une force, je pense, à l'heure actuelle. Sur le volet après de la partie éco-conception, là, on est clairement en volonté d'éco-construction ou de co-construction avec nos clients, c'est-à-dire de faire en sorte que leur événement soit le moins impactant possible. Donc, on va réfléchir ensemble sur à la fois les matériaux utilisés,
On va aussi, nous, de notre côté, essayer d'optimiser un maximum la logistique pour en diminuer l'impact. Je vous rappelle que la zone de chalandise d'un traiteur, c'est 200 à 300 km autour de sa base. Donc, il y a une optimisation à opérer et un impact à surveiller dans ce domaine-là. Et enfin, sur la partie purement déconstruction, tu évoquais le zéro déchet. Dans l'absolu, le traiteur n'est pas forcément le plus gros pourvoyeur de déchets sur un événement, mais il a un déchet très particulier qui est celui effectivement de l'alimentation. Donc, ce n'est pas à nos yeux véritablement un déchet, ou tout du moins on s'efforce qu'il ne le devienne pas. Et en ce sens, depuis 2015, puisque les traiteurs de France sont signataires du pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire, l'ensemble de nos traiteurs a la possibilité de proposer une solution de redistribution des surplus alimentaires. On ne parle plus de gaspillage, mais on parle de gestion des surplus. De quelle manière? Eh bien, tout simplement en faisant appel à des associations et en s'adossant à les services d'une société comme Ecosphère, par exemple, qui est partenaire des traiteurs de France, qui a vocation à former les équipes, à faciliter la, je dirais, partie logistique de remodeling de ce don. Sous-entendu, quand un mets a été présenté, il convient qu'il soit redressé, qu'il soit remis dans des contenants qui supportent à nouveau le transport, que la chaîne du froid ne soit pas rompue. Et de ce fait-là, tout ceci permet de délivrer un produit bien évidemment clair et clean. Je vous rappelle que le plus gros enjeu pour un traiteur, c'est celui de l'hygiène alimentaire et de la sécurité sanitaire, dans le sens où l'intoxication alimentaire est le plus gros danger. Donc bien évidemment, il y a un soin particulier qui est mené à ce niveau-là, et ça nous permet de ce fait de redistribuer ce qui n'a pas été mis sur réception, en concertation bien évidemment avec le client. Avec le client, avec le donneur d'ordre. Ça permet de faire bénéficier ces produits à des personnes qui sont dans le besoin. Merci beaucoup Alban. Alors du coup, tu nous as donné pas mal d'exemples concrets. Moi, ce que je retiens, et c'est une question quand on est organisateur, c'est qu'on est une jolie filière, mais on est tous très interdépendants. Et on a besoin de s'appuyer sur des partenaires, des prestataires qui vont nous permettre d'aller ensemble vers ces objectifs. Et donc, ce que j'entends, c'est que l'association Traiteurs de France pousse, encourage, voire exige de ses adhérents qu'ils soient des contributeurs sur les sujets d'inclusion, sur les sujets donc de déchets dont tu viens parler, et puis diminution de l'empreinte carbone. Donc je pense qu'on suivra tous attentivement, et puis on va en parler juste après, vos perspectives pour voir de quelle manière vous renforcez encore et vous avancez toujours pour être au service de vos clients sur ces sujets. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir pour donc terminer ce premier tour de table Dominique Béard. Donc Dominique qui représente le réseau Éco-événements. On a parlé tout à l'heure du collectif Éco-événements. Là, donc c'est différent. Le réseau Éco-événements, il existe sur la région nantaise. Et je pense que Dominique, ce sujet de la chaîne de valeur et de la collaboration d'un écosystème, notamment à l'échelle d'un territoire, est quelque chose qui va t'inspirer. Peux-tu, s'il te plaît, nous présenter en quelques mots le réseau Éco-événements et comment est-ce que vous réussissez à mobiliser sur le territoire nantais, mais pas que, les parties prenantes événementielles sur les sujets RSE? Bonjour Béatrice, bonjour Maxime, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre accueil. Alors, plutôt que de vous le présenter en quelques mots, je crois que je vous ai envoyé une vidéo. Est-ce que je peux vous le présenter en quelques images? Bien sûr. Et ensuite, je vous parlerai de tout ça. Salon, festival, compétition sportive, fête d'école, etc. Les organiser est votre quotidien. Donc, ça vous parle. Dérèglement climatique, pollution, effondrement de la biodiversité, gestion des ressources, etc. Ça, c'est le quotidien de la planète. Et ça vous parle aussi. Eh ben nous, notre quotidien, c'est de concilier les deux. Le réseau Éco-événements, le rêve, est une association qui va vous aider à rendre nos événements plus éco-responsables. En entrant dans des démarches collectives, partagées, concrètes, structurées, mobilisatrices, crédibles, etc. Et à moindre coût. Bref,
à faire entrer toute la filière en transition écologique. Alors on sait changer nos habitudes. Pas facile, hein. Surtout que ça implique beaucoup de gens. Beaucoup de travail. Donc, on a pensé à tout, global, large. Par exemple, nous avons imaginé un référentiel pour prendre en compte les différents enjeux à améliorer. Oui, bon, comme ça fait un peu peur. Mais vous ne serez pas seuls. Des organisateurs, des citoyens, des prestataires, des collectivités, etc. font le chemin avec vous. On mettra en lumière les domaines sur lesquels on peut jouer. Et on vous fera surtout bénéficier des retours d'expérience de vos pairs qui commencent à être assez nombreux. De tous les outils que nous avons créés ensemble. Et de temps de rencontres réguliers. Vous allez voir, ça va bien se passer. En fait, c'est simple. Pour gagner en efficience et généraliser les bonnes pratiques, nous avons besoin de vous. De vos retours d'expérience. Et de votre énergie. Alors, rejoignez-nous. Et ensemble, faisons du rêve une réalité. Pas mal le jeu. J'ai envie cette vidéo. C'est comme ça que vous mobilisez vos parties prenantes. Je comprends que ça fonctionne. Exactement. L'idée, c'est de leur expliquer que tout le monde a son rôle à jouer dans la transition écologique. Alors, nous, le réseau Éco-événements, on est une association qui est née formellement en 2016, mais initialement, c'était un dispositif qui avait été créé sous l'impulsion de la métropole nantaise. Et l'objectif de cette association, à la base, c'est pas une association d'acteurs de l'événementiel qui entrent en RSE. On a pris le point de vue plutôt de dire quels sont les enjeux auxquels nous faisons face, alors notamment maintenir le climat à 2 degrés, et comment nous, humblement, comme un colibri, on pourrait contribuer à cela. Et donc, on a réparti tous les acteurs, on a invité tous les acteurs qui contribuent aux événements sur notre territoire. Donc, on a commencé à Nantes. Et on leur a dit, on est conscient peut-être que c'est un petit peu compliqué, peut-être tout seul, parce qu'il y a toujours soit votre client, soit votre fournisseur, soit le territoire, soit tout simplement les usagers de vos événements qui ne vont pas forcément participer. Alors, dans l'association, en fait, on fait adhérer tout ce beau monde. C'est-à-dire, on a dans l'association des collectivités, on a des prestataires, on a des organisateurs d'événements, on a également des représentants des citoyens, et puis on s'adresse en termes d'événements, non seulement aux événements orientés plutôt B2B, professionnels, mais on s'intéresse également à tous les événements culturels, tous les événements sportifs. On s'intéresse autant aux gens qui sont dans des démarches de RSE que dans des démarches d'économie circulaire, excusez-moi, et d'économie sociale et solidaire. Et c'est cette espèce de mélange qui est riche, parce qu'en fait, on se rend compte, quand il y a de l'intelligence collective, que déjà plein de gens ont des bonnes pratiques, et quand elles les mettent ensemble, on arrive à des résultats qui sont spectaculaires. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous donner des actions concrètes du colibri que vous êtes? On a aperçu dans la vidéo, mais c'est passé très rapidement, quelques exemples. Est-ce que tu peux en choisir 2 ou 3 pour nous montrer comment se décline cet engagement? Alors, 2 ou 3. Est-ce que vous pouvez afficher la diapo 3 qui présente quelques-uns des outils qu'on a mis en place? Alors, à chaque fois, on essaie de créer des outils qui soient pratiques, concrets, opérationnels et compréhensibles par le grand public. Alors là, par exemple, dans ce que vous êtes en train d'afficher à l'écran, en haut à gauche, on a créé un label qui s'appelle le label événement éco-engagé, que on pourrait qualifier comme un très bon point de départ avant un ISO 20021. Parce que pour certains, l'ISO 20021, il pose souvent la question, mais est-ce que c'est destiné à nous, petites structures? Donc, bien évidemment, la réponse est oui, c'est destiné à tout le monde, mais parfois, c'est pas toujours très clair. Alors nous, on a créé un référentiel qui est assez visible, avec une roue où on voit vraiment quels sont tous les enjeux qu'il y a dans l'événement. Un autre outil dont je pourrais vous parler, c'est la fresque de l'événementiel là, qu'on est en train de développer. Vous connaissez certaines, la fresque du climat, qui est un outil qui est en matière de sensibilisation et de mobilisation pour comprendre les enjeux climatiques. C'est vraiment un outil merveilleux. On a fait une déclinaison pour la filière événementielle. Un autre outil, alors là, qui est peut-être plus de l'aspect sympathique, si vous regardez en bas à droite, c'est l'opération Fête d'école zéro déchet. Et puis un autre qui, pour nous, là, est vraiment un outil majeur, c'est Territoire d'événements responsables, qui est
qui est en fait, on va dire, une journée d'études et de partage, de retour d'expérience des collectivités. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans l'association que les collectivités avaient un rôle majeur à jouer sur la mise en place de la transition écologique, notamment dans la filière événementielle. Merci beaucoup. Sur le sujet du zéro déchet, quand on a échangé ensemble, tu m'as dit que c'était aussi un de vos sujets de préoccupation. Est-ce que tu pourrais là-dessus nous donner, donc tu as parlé de Drastic on Plastic, peut-être nous expliquer comment ça fonctionne, et est-ce que c'est des outils qui sont adoptables, par qui ce type d'outils sont-ils adoptables? Est-ce que je suis organisateur d'événements corporate, je suis dans une agence, est-ce que ça fonctionne aussi, ou est-ce que c'est plutôt des choses qui sont à destination d'événements grand public, de festivals? Alors, là, je vous ai mis quelques images sur la diapo 7. Alors, déjà, juste pour commencer, un petit point, c'est, je me souviens, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans, j'étais venu au Y et j'avais été inspiré, mais vraiment inspiré par l'intervention d'Isabelle Vioni, qui en fait, elle était venue nous présenter ce qu'elle vous a un petit peu indiqué aujourd'hui, mais beaucoup plus en détail. Et en fait, j'avais déjà la conviction que le zéro déchet sur événement était possible, mais en fait, de voir un événement aussi grand, une entreprise aussi importante être capable de le mettre en place, ça m'a vraiment... je suis reparti en me disant, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose que nous, on fait dans l'association, d'expliquer aux organisateurs et aux organisatrices d'événements, aux agences, que c'est faisable. Et en fait, qu'il n'y a pas de petites actions. C'est que chaque action, chaque première action est essentielle. Alors, pour répondre à la question, Drastic on Plastic, c'est une opération qui a été lancée au niveau national par un collectif dont nous faisons partie qui s'appelle R2D2, dans lequel il y a différentes organisations comme le collectif des festivals bretons ou Éco-Manifestation Alsace, et qui propose au festival, en 3 ans, de supprimer tous les plastiques à usage unique. Donc ça, on est vraiment dans du concret, parce que souvent, les festivals auxquels on s'adresse sont soit des grands festivals, soit vraiment des festivals dans lesquels il y a peut-être un salarié, ou même parfois pas du tout de salarié. Un autre outil que nous avons mis en place, qui est ultra concret, c'est le parcours compétences éco-événements. C'est un parcours qui est financé principalement par l'ADEME et par Nantes Métropole. Alors, à cause de la pandémie, ou grâce à la pandémie, on est passé en visio principalement. Donc c'est un parcours auquel beaucoup de personnes peuvent accéder. Ce sont des modules qui durent chacun 3 heures, des modules de sensibilisation. Et sur le zéro déchet, on en a une dizaine pour parler de scénographie, pour parler de comment animer une équipe de bénévoles, pour parler de gaspillage alimentaire. C'est vraiment une action qui est très utile. Et puis, un dernier point présent sur cette diapo, c'est à force de passer du temps avec vous autres qui nous inspirez au niveau national, en fait, on se permet, nous, une petite vision. On pense que le zéro déchet sur tous les événements d'un territoire est atteignable d'ici 2025, c'est-à-dire à la fin du mandat. Alors, ça peut paraître court, hein, mais déjà, d'une part, les dérèglements climatiques, eux, n'attendent pas. Et on va voir au fur et à mesure probablement s'amplifier ces dérèglements et les impacts que ça aura, notamment sur la filière événementielle. On pense que nous, d'ici 2025, il peut ne plus y avoir de déchets sur un territoire. C'est ce qu'on soumet, par exemple, aux élus de l'agglomération nantaise. Et on pense surtout que tout le monde sera très content de ne plus avoir à gaspiller. Parce que, en fait, actuellement, je pense, notamment, Alban est intervenu auprès sur la question de la restauration, des traiteurs. En fait, je pense que pour un donneur d'ordre, pour un traiteur, pour un lieu, pour des citoyens, c'est toujours assez écœurant de voir du gaspillage. On pense que dans quelques années, avec notamment l'essor de l'économie circulaire, avec le travail qui est fait sur la loi anti-gaspi, et vous l'avez évoqué, Béatrice, sur le travail qui a été fait entre le WAI et l'INEC pour suivre en fait que dans quelques années, il n'y aura plus du tout de déchets sur nos événements. Super. Merci. Oui,
Merci. Alors c'est intéressant parce que c'est une approche complémentaire des différents opérateurs à qui on a pu parler. Et c'est vrai qu'à l'échelle d'un territoire, c'est très enthousiasmant parce qu'on voit que là aussi, il y a une émulation qui est intéressante. Alors peut-être des choses desquelles s'inspirer, Maxime, au niveau de la région Hauts-de-France. La métropole nantaise montre la voie. Donc, on a prévu de se revoir avec Dominique, effectivement. Parfait. Je ne sais pas si Dominique, oui, il confirme. Mais voilà, tu parlais du why et effectivement, ces événements. Alors jusqu'ici, j'y croyais pas. Je pensais qu'en digital, c'était plus compliqué en fait de créer des projets, mais je m'aperçois que ça fonctionne bien aussi. Et nous, on voit sur le why qu'il y a beaucoup de projets en fait qui naissent suite à des échanges entre intervenants. Ce qu'on aime bien chez Dominique, c'est qu'il est dans une logique comme beaucoup de partage. On le retrouve effectivement au Y et on s'y était rencontrés d'ailleurs lors de la dernière édition en physique quand tu avais proposé ça à Paris. Et donc on s'était rencontrés, on a poursuivi notre discussion et effectivement les acteurs de la région ici sont aussi intéressés et c'est plutôt admirable, je trouve, tout ce qu'il a pu initié avec son collectif et il y a une logique aussi de territoire qui est assez impressionnante, je trouve, d'emmener tous les types de prestataires, tous les métiers vers cette démarche RSE et voilà, c'est admirable à mon sens. Je suis d'accord. Nous sommes admiratifs, Dominique. Donc continue. Je vous propose, il nous reste quelques minutes pour conclure cette table ronde. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous réinterveniez chacun pour nous parler de vos perspectives. Alors, pas de vos perspectives. Alors, tu as parlé de 2025, très bien. Mais là, 2021, quand l'événementiel repart dans sa totalité et sous toutes ses formes, quelles sont vos perspectives, quels sont vos engagements, quels sont vos challenges en termes de RSE? Donc, si tu veux bien, Isabelle, débuter. Oui, totalement, Béatrice. Bon, alors si tu dis si jamais ça va revenir, et évidemment ça va revenir. Alors toujours la certification ISO, hein, depuis qu'on a certifié nos événements, mais les équipes Hopscotch Event et Sagarmatha ont été certifiées ISO fin de l'année dernière. Donc évidemment, il faut continuer à porter la norme, l'appliquer et la présenter également à nos clients. Hein, il faut apporter également un discours pédagogique. Pour la suite, avec nos événements, évidemment, nous avons, on va dire, un enjeu social, où nous avons un enjeu sur la sécurité des hommes post-Covid, avec la mise en place de protocoles, on va dire, sanitaires stricts pour, bien sûr, la sécurité des hommes. Sur ce côté-là, nous, Hopscotch, on travaille avec Socotec et on est en train d'écrire tout un protocole, justement, suite à l'expérience que nous avons déjà eue avec Socotec sur les universités d'été du MEDEF ou encore l'organisation du Festival international de Deauville. Et puis... Peut-être un petit mot sur votre démarche carbone, parce que tu n'en as pas parlé jusqu'à présent, c'est un sujet. Totalement. Alors oui, que ça soit même les événements digitaux, parce que les événements digitaux, ça a apporté aussi des questions sur la notion de la cybersécurité, parce qu'on a aussi un enjeu sur la sécurisation des données de nos clients. Et l'impact carbone qui, jusqu'à maintenant, on va dire, était une option, c'est-à-dire c'était une option dans les budgets ou dans l'ossature de service d'Hopscotch, de dire on peut calculer l'impact carbone de votre événement. Évidemment, aujourd'hui, maintenant que on sait ce qui se passe, ce n'est plus une option. Chacun, comme on dit, chacun doit prendre sa part et on doit tous contribuer, on va dire, à baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc nous, acteurs économiques, on doit également contribuer au défi. Ça veut dire avoir un partenaire. Donc on a choisi GCI, Global Compact Initiative. Hopscotch est devenu depuis expert agréé. On a co-construit des masques de calcul et donc l'enjeu là à court terme, c'est qu'aujourd'hui on a une petite poignée de collaborateurs Hopscotch entre guillemets à avoir la connaissance et la compétence. Et l'enjeu désormais, il va falloir faire comprendre à tous les copains, tous les collaborateurs de toutes les business units d'Hopscotch, comprendre les critères de KPI du calcul carbone, savoir analyser la donnée, savoir la collecter, savoir apporter un discours à nos clients parce que la réglementation avance. Et il va falloir répondre à certaines obligations de Scope 3.
Donc, évidemment, l'impact carbone est très, très important. En tout cas, à court terme, là, il faut qu'on s'y mette tous. Ok, merci. Très clair et factuel, comme d'habitude. Je pense que tu vas continuer à inspirer, comme on l'a entendu dans la bouche de Dominique, par tes actions. Au plaisir. Mélissa Montero, l'île Grand Palais, donc vous nous avez parlé de toutes les actions que vous aviez menées. Vous avez déjà un petit peu commencé à nous parler de la suite. Je crois avoir entendu ISO 20121. Et puis, je crois aussi avoir entendu industrialisation de démarches pilotes dans les déchets et dans le carbone. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, on a beaucoup de grands chantiers qu'on souhaite initier, mais en gros, pour nous, l'année 2021 va vraiment être une année de transformation. Parce que tout à l'heure, je l'ai cité, on a 2 certifications 9001 et 14001. Demain, on veut être aussi certifié 221 et suivre les lignes directrices de la norme 26000. Donc voilà, tout ça est un gros travail que nous sommes actuellement en train de structurer. Moi, je suis plus dans l'étape justement de diagnostic, d'état des lieux pour donner justement des ambitions à notre future stratégie RSE. Donc voilà, là on vient de finir les interviews des parties prenantes internes, externes. On va formaliser notre stratégie et ensuite on va vraiment commencer à se mettre dans des chantiers plus ambitieux pour développer des actions concrètes, comme vous le citiez, l'industrialisation entre guillemets de méthodologies sur l'ensemble de nos événements produits et une démarche où on voudrait évidemment emmener l'ensemble des organisateurs. Mais voilà, on est bien conscient que tout ça, il faut le faire avec un collectif fort. Donc déjà, on a bâti un collectif en interne, un comité RSE pour accompagner la démarche. On va également solliciter évidemment toute notre chaîne de valeur pour pouvoir les sensibiliser et faire en sorte qu'ils nous accompagnent. Et c'est vraiment dans cette démarche de tous ensemble qu'on pourra avoir un maximum d'impact. Donc voilà, il y a beaucoup de travail de mobilisation, de sensibilisation qui est à mettre en œuvre pour y arrive tous vos ensemble. objectifs et qui sont de beaux et ambitieux objectifs. Merci beaucoup Mélissa pour ces partages et puis pour cette ambition qui nous convainc. Alban, Dominique, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a les équipes, alors c'est peut-être pour me punir d'avoir moqué la collation, qui me disent qu'il faut absolument qu'on accélère pour terminer à 18h. Du coup, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en une phrase, me donner vos perspectives chacun en 2021 ? Alban, si tu veux bien. Je vois que tu es une femme de challenge. Béatrice, une phrase, ça va être juste, mais franchement, je vais faire court. Non, juste de rappeler un truc, c'est que pendant la crise Covid, ça nous a permis de mobiliser beaucoup de groupes de travail chez Traiteurs de France, et je pense que l'ISO 20121 y est pour beaucoup. On a plus d'une centaine de personnes mobilisées, des communautés d'experts qui ont permis d'avancer et de gérer la crise. Ça, c'était quand même un point important que je voulais souligner, que je n'ai pas fait tout à l'heure. Sur le volet perspective, clairement, on continue l'ISO. L'objectif, c'est 100% de membres certifiés. On est à 25 sur 37. Il y a une volonté, bien évidemment, comme le soulignait Isabelle aussi, d'accentuer sur le protocole sanitaire. Et donc, dans le cadre des travaux que l'on mène actuellement sur nos enjeux prioritaires collectifs, je pense que le protocole sanitaire, bien évidemment, intégrera ces enjeux prioritaires pour être à la fois dans un élément de rassurance auprès de nos clients et puis, bien évidemment, très safe aussi auprès de nos collaborateurs. Donc, on sait faire des événements safe. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça me permet aussi de le souligner. Et enfin, je tenais à remercier et à saluer aussi les démarches collectives qui sont lancées par d'autres associations professionnelles, au premier rang desquelles Unimev et l'événement. Je pense que c'est une vraie solution pour pouvoir engager les entreprises dans ce dispositif-là. Et en mot de conclusion, je pense que pour engager ce type de projet, il faut faire preuve de beaucoup de curiosité, aussi beaucoup d'humilité. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas forcément vrai demain, et d'une grande transparence avec les clients. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, il y a des choses qu'on ne peut faire et surtout que l'on peut faire ensemble. Voilà. Merci Alban. Donc 2021 sera collectif. Dominique, le mot de la fin. Allez, le mot de la fin. Pour nos actualités, nos enjeux, allez directement sur notre site web. Moi, il y a juste un message que j'ai envie de vous donner à vous qui nous regardez en direct ou en replay, c'est que vous avez les moyens d'agir. Il n'y a pas de petits gestes. Vous êtes la bonne personne pour agir maintenant, tout de suite. Que vous ayez des moyens financiers, que vous ayez du temps ou pas, allez-y, faites-le avec Lille Events, faites-le sur cet événement, faites-le avec toutes les personnes, mais c'est le moment. Vous pouvez agir, on compte sur vous.
Merci beaucoup et on ne s'était pas consulté. Je ne sais pas si tu avais regardé, c'était aussi mon mot de la fin pour la keynote. Donc on agit en collectif, on agit au point de vue individuel.